L'obscurité a englouti Téhéran avec une brutalité insoupçonnée, plongeant des millions de personnes dans un chaos soudain et total. Une panne d'électricité sans précédent a figé la métropole de 14 millions d'habitants, effaçant les lumières des rues, paralysant les feux de circulation et, plus critique encore, arrêtant instantanément les pompes hydrauliques vitales pour l'approvisionnement en eau potable. En l'espace de quelques secondes, ce qui était une capitale vibrante s'est transformé en un vaste champ de silence oppressant et d'incertitude profonde, où la vie civile et militaire s'est rendue sans condition à une pénombre paralysante. L'armée iranienne elle-même, prise au dépourvu, a été plongée instantanément dans des ténèbres profondes et une panique manifeste. Des complexes militaires souterrains, conçus comme des forteresses invulnérables, se sont transformés en de véritables cauchemars confinés pour le personnel piégé à l'intérieur. Les communications militaires stratégiques ont été rompues de manière nette, tandis que les assassinats ciblés menés simultanément en faveur de cette obscurité ont déclenché une vague de paranoïa intense au sein même des structures de commandement du régime, désormais hantées par la peur de taupes infiltrées. Cette vague d'obscurité massive qui paralyse actuellement Téhéran n'est pas le résultat d'un simple dysfonctionnement technique isolé, ni d'une coïncidence militaire fortuite. Elle représente, au contraire, le signe le plus frappant et le plus dévastateur que la guerre en cours a basculé dans une phase radicalement nouvelle, une guerre asymétrique de haute précision, conçue pour asphyxier l'ennemi de l'intérieur. L'Iran, confronté de longue date à des pénuries chroniques d'eau et de ressources énergétiques de base, voit cette crise structurelle atteindre son paroxysme dans sa capitale, Téhéran, moteur névralgique du pays. À ce moment critique, au lieu de s'attaquer directement aux bases souterraines de l'armée iranienne, si difficiles d'accès et protégées par des couches massives de béton, les forces américaines et israéliennes ont stratégiquement ciblé les artères énergétiques vitales qui les alimentent depuis la surface. Dans la nuit du 29 mars 2026, les forces de la coalition ont mené une frappe d'envergure, frappant de manière coordonnée les lignes de transmission d'énergie vitale s'étirant depuis la province d'Al-Borz jusqu'au cœur même de Téhéran. Cette opération d'une ampleur considérable, impliquant environ 150 avions de chasse israéliens et l'utilisation précise d'environ 120 munitions guidées de haute technologie, ne constituait pas un bombardement conventionnel visant une destruction massive et aveugle. La sélection des cibles a été effectuée avec une spécificité absolue, avec pour objectif de paralyser plutôt que de détruire. Les frappes ont visé des points névralgiques précis, tels que des tours à haute tension, des stations de transformation stratégiques et des nœuds de connexion critiques. La région de Karak ainsi que les zones urbaines 4, 7, 11, 13 et 14 de Téhéran ont supporté l'impact direct de cette manœuvre stratégique, plongeant la capitale dans l'obscurité en un instant. Les images en direct provenant de la région soulignent des dommages spécifiques et localisés au niveau de ces points de connexion critiques, plutôt que des cratères de bombardement massifs, ce qui confirme l'utilisation de munitions de précision conçues pour perturber la transmission d'électricité à long terme plutôt que de causer une dévastation généralisée immédiate. Le ministère iranien de l'énergie a rapidement tenté de minimiser l'incident, publiant une déclaration affirmant que la situation était sous contrôle et que de simples fragments d'obus avaient endommagé les lignes de transmission. Cependant, la situation sur le terrain contredit violemment ce récit officiel laconique. Une grande partie de la capitale est restée plongée dans l'obscurité totale pendant des heures, et l'interruption massive de l'approvisionnement en énergie a déclenché un effet domino dévastateur, avec des conséquences bien plus graves et systémiques que la simple absence de lumière. Les centres financiers névralgiques se sont instantanément figés, incapables de fonctionner sans électricité. Les distributeurs automatiques de billets et les terminaux de paiement électronique ont cessé de fonctionner à travers toute la ville, coupant court au transfert d'argent électronique et paralysant l'activité commerciale quotidienne. Les ascenseurs dans les gratte-ciel se sont immobilisés, piégeant d'innombrables résidents. Les signaux de circulation ont failli, provoquant des embouteillages monstres dans l'obscurité. Plus critique encore, les pompes électriques massives qui assurent l'approvisionnement en eau de la ville ont été mises hors ligne. La défaillance simultanée des DAB, des terminaux et de l'arrêt des transferts électroniques d'argent jette les bases d'un chaos social émerge rapidement au sein de la vie civile, la population se retrouvant soudainement sans moyen de subsistance immédiat. La perte d'accès à l'eau potable pour des millions de personnes en l'espace de quelques heures porte en elle un potentiel de troubles sociaux majeurs et de déstabilisation intérieure profonde, un scénario que les autorités redoutent par-dessus tout.
Le blackout Internet total et continu a créé un vide informationnel absolu, dans un environnement où les sources officielles sont muettes, les rumeurs et la panique se propageant plus vite que la vérité. Cependant, l'aspect le plus critique de ce blackout réside dans son impact direct et paralysant sur le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRP, et l'armée iranienne dans son ensemble. Le complexe militaire de Parchin, situé à l'est de Téhéran, considéré comme le cœur des programmes de développement de missiles balistiques iraniens, est une véritable ville souterraine massive, construite à des mètres sous terre et protégée par d'épaisses couches de béton armé. Vu de l'extérieur, il apparaît comme une forteresse imprenable, défiant toute attaque conventionnelle. Cependant, ces installations de haute technologie possèdent une vulnérabilité majeure et fatale. Leur dépendance absolue et totale vis-à-vis du réseau électrique de surface. Si les lignes à haute tension sont frappées et que le flux d'électricité est instantanément coupé, ces complexes souterrains massifs font face au danger immédiat de se transformer instantanément en gigantesques tombes de béton. La capacité de ces abris à respirer, c'est-à-dire à maintenir leur fonction vitale, dépend entièrement de l'électricité. Lorsque les pompes de ventilation industrielles massives qui forcent des tonnes d'air frais profondément sous terre s'arrêtent, le niveau d'oxygène à l'intérieur commence à chuter rapidement, tandis que l'accumulation de gaz toxiques issus du fonctionnement des équipements ou de la respiration humaine atteint des niveaux critiques en quelques minutes. La ventilation n'est pas le seul problème critique. De telles installations souterraines profondes nécessitent des pompes à eau industrielles massives fonctionnant en continu pour drainer les eaux souterraines qui s'infiltrent constamment. Lorsque le courant s'éteint, ces pompes s'arrêtent, exposant instantanément les tunnels au risque imminent d'inondation, ce qui pourrait rendre les installations inutilisables et menacer la vie du personnel. De plus, les systèmes de pression d'eau qui fournissent de l'eau propre à des milliers de militaires à l'intérieur de ces complexes échouent immédiatement, privant les troupes de ressources de base pour une période indéterminée. L'enjeu le plus critique concerne sans doute l'état des serveurs stratégiques et des radars militaires. Considérés comme le cerveau de la guerre moderne, les superordinateurs et les unités de traitement de données radar dans les centres de commandement et de contrôle génèrent une quantité énorme de chaleur. Sans système de refroidissement industriel massif pour dissiper cette chaleur, ces systèmes doivent être mis hors tension ou faire face à une défaillance totale par surchauffe en quelques minutes. Lorsque l'alimentation s'arrête, les systèmes de refroidissement s'arrêtent également, et des milliards de dollars de technologie militaire de pointe deviennent instantanément aveugles et sourds, paralysant toute capacité de réaction défensive ou offensive. À ce stade, une question cruciale se pose. Ces installations vitales ne disposent-elles pas de générateurs de secours massifs ? Une base souterraine dépend-elle vraiment uniquement du réseau urbain ? Bien sûr que non. Il existe des générateurs diesel massifs et des systèmes de batteries de secours à l'intérieur de ces complexes. Cependant, cela introduit un problème logistique militaire extrêmement grave et difficile à résoudre. Maintenir l'intégralité des systèmes d'alerte précoce d'un pays, ses radars de défense aérienne et ses vastes complexes de tunnels en fonctionnement sur des générateurs de secours pendant des jours et des jours, n'est pas une situation durable, que ce soit militairement ou économiquement. Des radars de style AN/TPY2 à très haute consommation d'énergie ou des centres de données massifs épuisent le carburant des générateurs à un rythme incroyable. Dans un scénario où les lignes d'approvisionnement en surface sont déjà sous la menace constante de l'aviation ennemie et où des vols de reconnaissance constants sont menés au-dessus du territoire, transporter continuellement des camions-citernes de carburant diesel vers ces abris souterrains dissimulés relève du suicide militaire. Par conséquent, les systèmes d'alimentation de secours sont conçus non pas pour sauver le système à long terme, mais uniquement pour le mettre hors tension en toute sécurité ou pour fournir une réponse d'urgence à court terme. La destruction des lignes électriques a limité la durée de vie opérationnelle de ces installations vitales à une simple question d'heures. Les dommages infligés par cette frappe asymétrique à la chaîne de commandement militaire sont toutefois d'une nature bien plus structurelle et dévastatrice que la simple perte d'équipement. Le blackout Internet et de communication nationale, survenant simultanément avec la coupure d'électricité, a tranché le flux de données stratégiques comme un couteau. La plus grande force d'une armée moderne réside dans sa capacité à traiter des renseignements en temps réel provenant du terrain et à émettre rapidement des ordres à ses unités. L'incapacité des mécanismes de prise de décision stratégique à recevoir des données radars critiques du terrain
couplée à la perturbation des canaux de communication sécurisés entre les commandants, rend la gestion de crise presque impossible. Bien que le ciblage du réseau électrique puisse sembler en surface être une opération technique de routine, il s'agit à la base d'une manœuvre stratégique massive relevant de la guerre psychologique. La force de l'autorité civile et militaire qui soutient un État repose largement sur le sentiment de sécurité et de stabilité qu'elle peut fournir à son peuple et à ses propres institutions. Cependant, l'obscurité de la nuit du 29 mars a brisé le bouclier symbolique de la capitale intouchable que le régime avait construit au fil des ans, semant une graine de méfiance profonde parmi l'élite dirigeante et la structure de commandement elle-même. Réalisant qu'il n'y a plus de place où se cacher dans l'obscurité de la nuit, le commandement du CGRP traverse une période de panique interne intense. Cette série d'opérations, s'étendant bien au-delà de Téhéran, se combine avec le ciblage systématique de hauts dirigeants de l'organisation dans des villes critiques comme Ispahan. La traque et l'assassinat de figures clés telles que Hassan Zardeh, un membre influent de la faction Mohammad Razoullah responsable de la sécurité interne de Téhéran, dans des zones qu'elle croyait sécurisées, déclenchent une paranoïa de taupe sans précédent au sein du régime. Incapable de déterminer la source des fuites d'informations dévastatrices, la structure de commandement commence à suspecter ses propres unités et ses propres membres. Les soupçons croissants quant à savoir qui collabore avec le Mossad ou le renseignement de la coalition réduisent les communications entre les commandants à un strict minimum, paralysant toute prise de décision conjointe. Dans cette atmosphère de terreur interne où la peur a remplacé la coordination, la vitesse de réaction de l'armée régulière et des gardiens de la Révolution s'approche d'un état de neutralisation totale. Au lieu de s'unir contre un ennemi commun, une structure militaire rongée par des conflits internes, des rumeurs d'exécution sommaires et des suspicions mutuelles entre dans un processus d'autodestruction sans qu'il soit nécessaire d'intervenir militairement à plus grande échelle. Les reflets de cette impuissance stratégique dans les rues dépeignent une image encore plus tragique et révélatrice de la profondeur de la crise. Les forces de sécurité intérieure, souffrant d'une pénurie chronique de personnel formé et d'un effondrement total du moral face à l'ampleur du chaos, recourent à des méthodes inimaginables pour tenter de combler les lacunes et de maintenir un semblant d'ordre. Des rapports de terrain crédibles indiquent que même des enfants de 11 ans sont utilisés pour tenir des points de contrôle, aux côtés de forces miliciennes étrangères importées d'Irak, ce qui démontre l'ampleur désespérée de la crise des ressources humaines au sein de l'appareil de répression du régime. Dans un scénario où le personnel qualifié et formé s'épuise, déployer du personnel inexpérimenté et si jeune sur le terrain n'est pas un acte de résistance militaire héroïque, mais une déclaration implicite d'effondrement systématique. Des pick-up sillonnant les rues en diffusant des marches militaires à travers des haut-parleurs, tentant désespérément de créer un sentiment d'autorité et de présence, résonnent en réalité comme une preuve auditive frappante de la superficialité alarmante du contrôle que le régime exerce encore sur la société. La situation n'est pas différente sur l'échiquier diplomatique, où le régime se retrouve de plus en plus acculé et isolé. Pris au piège entre une crise interne dévastatrice et une pression militaire externe accrue, le régime tente de détourner l'attention de sa paralysie intérieure en brandissant des allégations sans fondement d'opérations terrestres ennemies imminentes. L'accusation portée par le Parlement iranien, selon laquelle les États-Unis planifieraient une invasion terrestre à grande échelle suivie d'un ultimatum vide de 12 heures, est perçue par les analystes moins comme la pensée rationnelle d'un État souverain que comme les luttes désespérées d'un régime aux abois, essayant désespérément de gagner du temps. Il est largement admis que les forces de la coalition n'ont aucun plan crédible pour occuper un territoire vaste et complexe avec des dizaines de milliers de troupes, ce qui serait une entreprise militairement coûteuse et diplomatiquement désastreuse. La doctrine militaire moderne vise plutôt à immobiliser l'ennemi à l'intérieur de son propre territoire en effondrant ses infrastructures critiques, comme c'est le cas actuellement. Réagir au ciblage de campus universitaires vacants, en tentant de dissimuler le fait que ces zones ont été secrètement converties en installations militaires utilisées comme boucliers civils, sape complètement la crédibilité diplomatique de l'Iran sur la scène internationale et renforce son isolement. En fin de compte, ce régime opérationnel multicouche piège le régime iranien dans un étau militaire, économique et psychologique de plus en plus serré. Ce ne sont pas seulement quelques transformateurs ou lignes de transmission qui ont été endommagés,
C'est le contrat de sécurité de l'État avec son propre peuple et l'image de force et d'invulnérabilité qu'il projetait à ses alliés régionaux qui ont subi des dommages graves et peut-être irréversibles. Le processus en cours fonctionne moins comme une force de destruction externe traditionnelle que comme un catalyseur puissant accélérant la décomposition interne déjà entamée du régime. Les analystes soulignent que lorsque la désintégration au sein des rangs de la direction, la fragilité des infrastructures civiles de base et l'isolement diplomatique total convergent, la phase finale du jeu a été atteinte. Le démantèlement stratégique du complexe militaire de Parchin et du réseau qui l'entoure produit des conséquences secondaires et tertiaires qui paralysent directement les réseaux économiques, civils et de logistique régionale dans leur ensemble. Téhéran n'est pas seulement la capitale de l'Iran, c'est aussi le hub opérationnel d'un vaste réseau de forces mandataires, proxy, s'étendant à travers tout le Moyen-Orient. Les forces miliciennes en Irak, en Syrie et au Liban opèrent sous une chaîne de commandement directement liée au quartier général central du CGRP à Téhéran. L'affaiblissement des réseaux de communication dans la capitale, en raison des coupures de courant ou de la dépendance à des systèmes de secours fragiles, laisse ces éléments mandataires, situés à des milliers de kilomètres, soudainement aveugles et sourds. Incapables de recevoir des renseignements en temps réel, des approbations de transfert de fonds ou des directives opérationnelles précises du centre, ces groupes se retrouvent isolés sur le terrain et piégés. Cette situation fournit aux forces de la coalition une fenêtre opérationnelle large et sans précédent à travers toute la région, tout en affaiblissant considérablement la capacité d'influence transfrontalière de l'Iran. Dans un contexte purement militaire, les effets de cette réaction en chaîne sur la domination de l'espace aérien sont décisifs et dévastateurs. La privation des sources d'énergie primaires pour les radars d'alerte précoce stratégiques, en particulier les systèmes à haute consommation d'énergie comme l'AN/TPY2 Steel, fait fonctionner ces systèmes de manière intermittente ou entraîne une réduction drastique de leur portée de détection. Grâce à cette stratégie délibérée, connue sous le nom de Blinding the Bear, aveugler l'ours, les avions de guerre israéliens acquièrent la capacité de mener des opérations au-dessus du ciel de Téhéran avec beaucoup plus de facilité et de sécurité. Même si le bouclier de défense aérienne du régime n'est pas complètement anéanti, son intégration stratégique est rompue, le transformant en une structure fragmentée et largement inefficace. Cette structure fragmentée est réduite à un mécanisme capable uniquement de réactions locales et paniquées, plutôt que de démontrer une réponse défensive coordonnée et efficace. Les images en direct capturées alors que la situation se déroulait encore reflètent de manière transparente l'incertitude profonde dans les rues et l'impuissance de l'appareil de sécurité face à l'ampleur de la crise. Les relations d'alliance régionale ressentent également l'impact de cette vague de choc. L'image de l'administration de Téhéran comme incapable de protéger son propre réseau énergétique de base ébranle la confiance des acteurs régionaux qui dépendent d'elle pour leur propre sécurité. L'échec de l'État à assurer la sécurité dans sa propre capitale crée une fondation psychologique dangereuse qui pourrait pousser ses alliés dans les pays voisins à chercher des alternatives de sécurité plus fiables. Dans une région où les liens logistiques fiables ont été rompus, à l'exception notable du Qatar, l'Iran se retrouve lentement confiné à l'intérieur de ses propres frontières, incapable de projeter sa puissance comme auparavant. Cette paralysie systématique laisse des cicatrices profondes non seulement dans les lignes électriques, mais aussi dans les centres névralgiques diplomatiques et géopolitiques du pays. La stratégie employée par les forces de la coalition entre dans la littérature militaire comme une sorte de siège intelligent, un siège qui broie le pays sous son propre poids interne et ses dépendances infrastructurales, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une occupation militaire traditionnelle et coûteuse. L'obscurité qui a englouti Téhéran le 29 mars 2026 n'était pas un simple accident ou une défaillance d'infrastructure. Agissant avec une perspicacité stratégique plutôt qu'avec une force brute destructrice, les forces de la coalition ont ciblé le système nerveux de l'État et l'ont paralysé en quelques heures. Cette opération révèle le nouveau visage de la guerre moderne, ciblant non pas les troupes de première ligne de l'ennemi, mais les artères énergétiques, les réseaux de communication et la colonne vertébrale logistique qui les maintiennent debout. Un siège intelligent plutôt qu'une occupation classique, écrasant l'ennemi sous le poids de ses propres dépendances infrastructurales. Quelle que soit la profondeur des bunkers souterrains de l'armée iranienne, leur dépendance absolue vis-à-vis du réseau énergétique de surface demeure leur plus grande vulnérabilité stratégique. Et une fois cette vulnérabilité exposée,
Les mêmes points névralgiques peuvent être ciblés dans chaque nouvelle vague d'attaque, jusqu'à ce que la capacité de réparation de l'Iran ne puisse plus suivre le rythme des frappes de la